Good evening Bonjour everyone. à Good evening from tous, Hong Kong. bonjour We are really depuis happy Hong to Kong. Nous welcome sommes you très ravis de vous avoir tonight, parmi nous today for aujourd'hui, all ce our soir, friends from euh, Europe, de la Asia, part de Middle tout le East, monde, de nos amis en here from Europe, Hong en Kong. I'm France, Holiday au Segura. I am the Moyen-Orient. managing Aujourd'hui, je director for the suis School of Joweria, avec and Héloïse I'm Gaillou et really je happy suis to Olivier be here Segura. Je suis le tonight directeur with général Eloise de Gaillou, l'école en our dear friend, Asie-Pacifique but et je also suis avec director for the Héloïse Mineralogy Gaillou qui est Museum Paris directrice du School musée of de Mines. minéralogie des Thank you mines for joining à us. Paris. I Merci know de we nous have avoir many friends rejoints. Je sais behind que the nous screen, avons many beaucoup colleagues d'amis, de also. collègues derrière Our l'écran dear qui sont moderators avec and nous. Nos interpreters chers are here with you for modérateurs all et your interprètes questions. sont ici Unfortunately, we avec vous cannot pour vous see all your accompagner. text, all Malheureusement, your nous ne questions pouvons live, pas voir but tous we vos will receive some textes, of your tous questions vos and écrits, answer all mais of nous your serons questions ravis de répondre à after vos our questions talk. plus tard à la fin If de we are votre here session. today with you, Si nous dear sommes aujourd'hui Eloise, avec is to vous, talk about chère this Héloïse, c'est incredible pour parler exhibition and de cette specimens exposition you bring incroyable with et des you spécimens que from nous Paris. That's exposons correct. Yes, we depuis brought a Paris. bit of the Paris School of Oui, en Mines effet, nous Mineralogy avons Museum all the way ramené here to Hong quelques Kong for a few months, pépites and we brought du some with musée us de some minéralogie really good pour les specimens, présenter I ici think. à Hong Kong. They're gonna Et be nous missed avons des at the spécimens museum, très that's for beaux sure. qui seront And the exposés most au probably musée. spectacular one Et we brought over is the les one that is. plus Yes, not spectaculaires sont here. ici avec No, vous, yeah, they juste don't à belong to the côté. museum. This piece belongs Je, to a museum. Exactly. Vous We are here n'appartenez just as pas the au entrance, musée, as the mais starting plutôt le point bijou. of the Oui, donc ce exhibition sera un in très our bon point de facilities départ in pour our notre campus here in exposition Hong Kong. ici, And you sur notre decided to campus start à Hong with the one Kong. you have it also on the On va screen, commencer avec which is cette belle unusual, pièce amazing for the qui est size, for the euh, quality, and for the inhabituelle nature pour sa of this qualité, pour sa stone specimen. nature, That's pour sa correct. And you have the taille. chance to see it Cette live pierre here, est so you can exceptionnelle et see nous avons la the chance size de of la the voir specimen ici. here. Vous So the pouvez bowl voir is la a bowl of taille pyrite. du So spécimen. C'est pyrite is une the most boule de famous pyrite, mineral because it's really much le appreciated pyrite of qui est l'un des collectors. minerais But les usually plus pyrite connus et plus makes prisés par les cubes and not spheres collectionneurs. like this. Et So this la is highly pyrite, unusual généralement, elle and n'est it pas sits on sphérique the comme nest ça. of Donc cette forme est white quartz. And inhabituelle it's et elle completely est natural, nothing has been accompagnée shaped, de fastened by quartz man, blanc. which is Donc the most c'est extraordinary part une combinaison of this specimen. exceptionnelle And it's so et un exceptional that it actually comes spécimen from si only one exceptionnel mine qui in the vient d'une world, seule that is the mine Boltut mine du in monde, qui Romania. est la Only mine there de you can find such Boldut spherical dans le pyrite comté de specimens. Maramur en But in Roumanie. this C'est la size seule mine and dans le monde où on perfect peut sphere, trouver des I spécimens de have to ce genre. say it's Et cette yeah, taille it's est one of a kind. It's really parfaite unique, et and je dirais the exhibition unique. will open so this Et weekend, dans but we cette have the chance to exposition welcome qui some sera friends and ouverte dès ce week-end, nous allons some avoir colleagues l'occasion already d'accompagner et here d'accueillir certains in Hong collègues, Kong, certains and amis ici à everyone is Hong so Kong. amazed, Et tout le monde est impressed by the fasciné, size of this impressionné sample. par la taille de Correct. cet And that's échantillon, de actually ce spécimen. brings En us effet, to explaining c'est ce the qui further va nous ramener introduction à here. It's expliquer kind of an plus tard introduction dans l'introduction to the entire exhibit. Because it gives you autour du a hint thème of like de what is a mineral, l'exposition. what are they Qu'est-ce shaped qu'un like this. minéral? So that's how Pourquoi we est-ce que begin our nous avons journey with the certaines minerals. formes de ce genre? Et c'est Thank you pour again, cela and que we nous sommes decided ici to start aujourd'hui this réunis pour en presentation, this parler. Donc merci conversation. encore une fois et We nous used to allons call it with commencer these cette 3 points. conversation qu'on aime First, to start nommer talking about ainsi. the Nous allons etymology, tout as d'abord it's quite commencer à important, of parler course, to de define what are l'étymologie, the names très we important are pour using, définir les minerals, noms que nous utilisons dans crystals, les rocks, minéraux, for les example. cristaux, les Then we pierres. will dive Et into ensuite, your nous allons amazing and approfondir incredible le museum in sujet Paris and sur to le understand musée de how it was minéralogie de l'École des created and mines de when it was Paris qui created. va nous And être we will have some présenté, time to talk l'historique de about sa this création et le pourquoi de sa program, this création. journey Et you ensuite, prepare nous for us allons here in Hong Kong. And conclure if you are nearby, ici of course, à you are Hong very Kong. welcome. It is 5 Nous allons steps conclure through the minerals to avec un understand voyage for à us, for travers our les minéraux visitors, pour why and how comprendre et pour minerals are présenter so aussi à nos important for us, for participants et nos humanity, futurs visiteurs for the pourquoi les minéraux humankind. sont Correct. importants pour So l'humanité et let's pour start l'espèce humaine en soi. our first point Nous allons donc with commencer avec notre etymology. premier point, We les thought it was questions very sur important to actually set l'étymologie. up the basis, Donc il est très the important basic d'établir information les regarding bases minerals, en ce qui rocks, concerne les gemstones. minéraux, It's les those words that cristaux, les we're going to be pierres using in the exhibit and précieuses here throughout this qui talk. seront So we thought it exposées was really ici. useful to begin Donc with nous avons this. So bear pensé with qu'il était us opportun de for a few commencer seconds, avec just la the base, time c'est-à-dire you le vocabulaire prepare the autour de mind la into frame pierre. here. Donc Yes, and soyez starting with, patients avec I nous. don't know if Et there is nous the allons order, but let's start commencer with minerals. avec les Minerals, of course, which minéraux. is the base
Les minéraux qui sont la base de notre spécimen que nous avons ici. Oui, les minéraux sont la base même de la planète Terre.
Qu'est-ce qu'un minéral? Alors, tout d'abord, il faut savoir que les minéraux doivent être naturels, c'est-à-dire tout ce qui est créé par l'homme dans un laboratoire, nous ne pouvons pas l'appeler minéral. On peut l'appeler un cristal, mais pas un minéral. Donc, ça doit être naturellement inorganique, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas vivant. Ça doit être quelque chose de solide et complètement inorganique, au vrai sens du terme. Et ça doit être un cristal. C'est la partie la plus difficile à comprendre. Nous allons vous expliquer ce concept un peu plus tard, mais ici, vous pouvez tout de même voir sur la photo que vous avez une structure atomique parfaitement arrangée, comme nous pouvons le voir, et c'est ce qui définit même un cristal. Donc, c'est bien le concept des minéraux que nous avons, c'est un cristal naturellement inorganique. Et nous allons en parler un peu plus tard de ce spécimen. Nous allons parler de ce spécimen exceptionnel. Et maintenant, nous allons parler de la pierre. Quelle est la différence entre les minéraux et les pierres et qu'est-ce qui définit une pierre en soi? La pierre, c'est juste une agrégation de minéraux. C'est une définition plutôt simple. Et je pense que ici, nous avons les pierres qui s'appellent la granite sur le côté droit. Quand on zoome, vous allez voir que la granite est composée de différents minéraux. Vous pouvez voir les petits points en noir, en blanc, en rosé, qui sont le quartz, c'est un mélange d'autres minéraux. Donc ici, nous avons 3 types de minéraux qui constituent la pierre de granit en soi. Donc c'est quelque chose de très typique. Donc c'est très évident et visible à l'œil nu, mais ce n'est pas toujours le cas. Oui, et il y a certaines pierres qui sont composées de minéraux tellement petits qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Par exemple, nous avons les cristaux de calcite qui sont tellement petits qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et sur le côté gauche, nous avons l'exemple idéal qui est l'obsidienne d'Islande, qui est en fait un verre naturel qui a été créé lors de l'éruption volcanique et c'est en fait de la lave fondue et qui s'est constituée en verre. Donc c'est très impressionnant de voir ce type de spécimen et nous aurons l'opportunité aussi de visiter ces exceptionnels spécimens dans le musée. Et maintenant, nous allons parler des pierres précieuses. En tant que directeur de l'école des arts joailliers, je suis très passionnée par les pierres précieuses. Et les pierres précieuses, c'est des pierres qui sont belles, durables et rares. Et c'est ce qui définit ce sont les critères qui définissent les pierres précieuses. Donc, généralement, ce sont des minéraux. Et ici, sur l'écran, nous avons plusieurs types de minéraux de différentes natures. Par exemple, la pomaline, le quartz. Je ne les connais pas tous, mais il y a une variété tout de même de pierres précieuses de différentes couleurs, de différents cristaux, mais les pierres, avec toute leur diversité de couleurs, de structures, de formes, sont très prisées dans le domaine des bijoux et elles peuvent être coupées et adaptées selon le besoin. Et ici, nous avons un exemple de pierres précieuses ornementales qui sont composées, par exemple, de la tourmaline ici, qui est exceptionnelle, ou l'améthyste, ou différents types de cristaux, tout aussi variés les uns que les autres. Maintenant, quand nous parlons des pierres précieuses, nous devons aussi parler de la science et de la minéralogie. Donc les minéraux ou la minéralogie sont connus dans la nature depuis la nuit des temps, depuis l'existence des êtres humains. Mais nous avons commencé à comprendre qu'est-ce qu'était un minéral, principalement il y a 2000 ans.
Pline l'Ancien a écrit tout un livre, tout un ouvrage sur les types de minéraux. Et cet ouvrage représente une fondation de base pour la science de la minéralogie. Et par la suite, il y a eu plusieurs ouvrages qui ont été développés, et plus particulièrement le livre de Georgios Agricola, qui a écrit De Re Metallica, qui est un ouvrage impressionnant qui décrit les applications d'exploitation minière, de le raffinage et de la fusion des métaux qui peuvent être utilisés par l'être humain. Et à travers ce livre, nous découvrons aussi tout l'art et les techniques des mines. Et cet ouvrage date de 1556. Et nous avons vu ce besoin de l'homme de toujours classifier les éléments de la nature et de comprendre ainsi la structure de la nature. Et ensuite, nous avons cet homme très connu que nous connaissons très bien quand nous parlons particulièrement de la minéralogie et de la cristallographie. Alors, le point tournant ici pour nous, avec René Juste-Ahuy, qui a été l'un des premiers conservateurs de minéralogie en 1749 et qui a vraiment compris le concept des minéraux et des cristaux. Et nous allons revenir à la diapositive très brièvement, mais c'était l'un des premiers qui a vraiment travaillé sur le côté intime des cristaux et des minéraux. Et comme vous le voyez ici sur la peinture, sur son portrait, il tient un cristal, mais ceci n'a pas été fait exprès. Et quand il a analysé ces cristaux, il a vu qu'en fait, les cristaux, leur structure avait la même forme. Et à partir de là, il a compris quelque chose de très important, c'est que tous les minéraux sont faits d'une structure primitive qui peut être restructurée encore et encore pour en faire des cristaux et des minéraux. Et là, on le revoit dans le traité de la minéralogie qui a été rédigé en 1801, qui lui a valu d'être considéré comme le père de la cristallographie moderne. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous comprenons pourquoi est-ce que nous coupons beaucoup de calcite. Et vous allez voir Héloïse qui coupe la calcite pour expliquer le concept aux visiteurs dans le musée. Si vous avez l'occasion de venir au musée, n'hésitez pas à réserver votre votre tournée guidée avec un guide afin de vous faire des démonstrations très intéressantes. Et ici, nous allons parler des pierres précieuses. René Juste-Ahuy, quand il a rédigé des pierres précieuses, nous avons eu une édition où il parle des propriétés des pierres précieuses, comment les miner et aussi comment les utiliser. Donc, c'était les premiers pas de la gémologie et façon aussi de donner un nom aux différentes pierres que nous pouvons avoir. Maintenant, quand nous parlons de la minéralogie, nous avons vu le besoin de l'homme de classifier tout, mais bien sûr, la minéralogie est devenue une science très complexe. En 1801, René n'a pas tout compris, bien entendu. Le concept n'était pas bien défini, bien compris. Il a donc dû pousser le développement de l'extraction aussi pour comprendre qu'est-ce qu'était un métal et comprendre quelle était la structure des atomes. Ici, sur le côté droit, vous pouvez voir une photo de Max Loé, une expérience qui a été menée en 1912. Et Laurence Bragg a été la personne qui a pu comprendre quel était le sens et la nature de ces points. Et en fait, ces points, c'était des atomes qui étaient parfaitement arrangés pour former ce que l'on... Et ici, dans ce cas-là, c'était un minéral. Donc c'est très impressionnant de comprendre qu'il n'avait pas la physique assez développée, mais de pouvoir tout de même interpréter, grâce aux outils très limités qu'ils avaient, le sens et la nature des choses. Et oui, même aujourd'hui, nous avons des technologies en cours de développement pour comprendre la composition chimique et la structure. Et quand nous parlons de la gémologie,
nous avons même une science qui est plutôt jeune et quand nous voulons étudier les cristaux et les pierres précieuses, on ne peut pas détruire et on ne peut pas effacer les pièces de joaillerie. Nous devons les tester et c'est pour cela que nous utilisons des outils non destructifs qui sont basés sur des pratiques. Ici, sur la gauche, par exemple, vous avez des outils qui sont principalement utilisés par les géologues, que vous pouvez aussi utiliser vous-même si vous avez la chance de venir visiter l'école des mines. Vous avez les spectromètres, les réfractomètres. Et si vous avez l'occasion d'aller dans un laboratoire de gémologie à Paris, vous allez voir qu'ils utilisent des instruments beaucoup plus développés, tels que les spectromètres Raman et d'autres outils tout aussi sophistiqués, avec leurs propriétés optiques, chimiques, physiques, qui déterminent la nature de la pierre et qui aussi déterminent l'origine des pierres pour les gémologues. Et je pense que c'est un sujet très intéressant pour aujourd'hui. Maintenant, nous allons parler de cette école incroyable des mines de Paris et de son musée de minéralogie. Nous avons quelques mots, une petite vidéo qui a été faite par Didier Mito, qui est notre co-directeur de l'école des mines de Paris. Et nous allons voir cette petite vidéo. Nous sommes en plein centre de Paris, dans le 6e arrondissement, au 60 boulevard Saint-Michel très exactement. C'est là qu'est l'école des mines, dans l'hôtel de Vendôme. Mais il y a un merveilleux trésor caché, le musée de minéralogie, qui abrite une collection qui a été fondée en 1794 par le Comité de salut public. Il s'agissait de faire l'inventaire des ressources minérales de la planète. On peut admirer plus de 4500 échantillons pour une collection qui contient 100 000 pièces. C'est la 4e collection mondiale en matière de... J'espère que la qualité a été assez bonne pour suivre la vidéo. Et je réitère l'invitation de Loïse de visiter le musée. Oui, c'est une collection exceptionnelle et je dois aussi en parler de son histoire. L'école des mines de Paris a été créée en 1783 sous le roi Louis XVI, qui a réalisé l'importance d'avoir des ingénieurs minéraux en France. Nous avions une grande l'époque. Donc, il était important de ramener les ingénieurs de l'Allemagne, parce que l'école des mines d'Allemagne a été créée quelques plus tôt, et donc il y avait besoin de créer ces ingénieurs, de former ces ingénieurs qui étaient ceux qui allaient trouver les minéraux, comprendre comment les miner, les extraire et comprendre comment extraire les éléments en question et les transformer en outils utiles pour notre quotidien. Et juste derrière, ici, vous voyez le décret royal pour la création de l'école des mines et c'est bien de notre présentation. Nous sommes à l'hôtel qui est toujours ouvert aujourd'hui pour le visiter et qui est le premier monument de l'école des mines. Oui, il n'occupait pas tout l'établissement parce que c'est quand même un hôtel très grand. Et sur la prochaine diapositive, nous parlons du cabinet de minéralogie. Donc en 1794, juste après la création de l'école des mines, le directeur avait
une collection pour enseigner aux étudiants, mais pendant la Révolution française, nous avons compris qu'elle n'était pas suffisante. Une collection de minéraux était suffisante, certes, mais elle n'avait pas tous les éléments pour enseigner. Nous voulions avoir le produit des mines de France et du monde. Et pour ce type de collection, nous devons faire une préservation des minéraux pour les générations à venir. Et donc, nous préservons non seulement les minéraux, mais aussi les produits dérivés, les pierres qui en découlent, qui pourraient être utilisés à l'avenir pour comprendre comment est-ce qu'on peut étudier les compositions chimiques de ces pierres-là. Et ici, sur la droite, vous voyez un catalogue de tout ce qui faisait partie de la collection, où vous avez par exemple la description des pierres et des minéraux et les pierres qui sont très utiles. Ici, par exemple, nous avons l'exemple de la limonite de la Poutière. Et donc, c'est très important de comprendre que la collection et les musées sont importants non seulement pour comprendre le passé, mais aussi pour préparer l'avenir. Et aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui, toute la recherche que nous avons pu réaliser jusqu'à toute la nous avons pu consolider aujourd'hui sera encore utile à l'avenir. Et jusqu'à la semaine dernière, nous avons eu quelqu'un qui avait besoin de produits, de quelques éléments chimiques tels que l'argent. Ils avaient besoin de venir voir. Donc, cette collection était disponible et il est encore disponible non seulement pour les visiteurs publics, mais aussi pour les chercheurs. Et pour revenir à 1850, où la collection a été créée en 1794, le premier conservateur, c'est René Juste Haüy, encore une fois. C'était le premier conservateur du musée de minéralogie, et vu que c'était la personne qui comprenait le mieux ce qu'était un minéral à l'époque. Et nous avons déménagé de l'hôtel de la Monnaie à l'hôtel Mouchy, qui n'existe plus aujourd'hui à Paris. Et comme vous le savez très bien, pendant la période de la Révolution, il y avait beaucoup d'événements qui avaient lieu et nous avons déménagé dans cet hôtel. Et pourquoi est-ce que nous avons la tour Eiffel au milieu de la diapositive? Alors, le nom de Haüy était si important qu'il a dû être inscrit dans la tour Eiffel. Donc, nous avons dû commémorer le travail de René en l'inscrivant sur la tour Eiffel. Et c'était le premier nom inscrit sur la face sud-est de la tour Eiffel. Et c'est ce qui démontre l'importance du travail de cet homme pour la science et pour la science des mines, mais aussi pour la science en général. Et maintenant, nous passons à 1815 à l'hôtel Vendôme, où nous avons déménagé depuis 1815. Et ce sera notre dernière demeure. Et ici, vous pouvez voir sur cette très belle photo la façade de l'hôtel Vendôme. Cet hôtel était un hôtel particulier et a été sous la possession de Duchesse Vendôme, que nous connaissons très bien. Vendôme, qui fait partie de la royauté française, a été la première duchesse à vivre dans cet hôtel entre 1703 et 1707. Et ce fut un hôtel particulier pendant des années jusqu'à la Révolution française. Et donc, française, cet hôtel très beau a été saisi de la royauté et a été mis à disposition à l'école des mines, son musée. Et ce fut notre demeure depuis. Mais c'était un hôtel particulier, donc c'est un hôtel adapté pour accueillir une école et accueillir une grande foule d'auditeurs et de participants. Et ce serait intéressant aussi de voir ce qui a été fait depuis. Si vous avez l'occasion de visiter Paris, n'hésitez pas à aller visiter l'hôtel Vendôme et aussi de visiter le très beau jardin de cet hôtel.
qui est juste à côté du jardin du Luxembourg. Et ici, nous avons cette très belle carte postale qui nous provient du 10. On va voir l'étage pour le musée de minéralogie qui exposé qui se trouve au deuxième étage de l'hôtel. Et ici, nous avons non seulement des étudiants et des professeurs, mais aussi des visiteurs publics qui pouvaient venir voir la collection. Donc, vous pouvez voir ici l'étage qui est fait en bois et aussi en bois. Et ici, vous allez voir à quoi ça ressemble aujourd'hui. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ça n'a pas beaucoup changé. Nous avons enlevé quelques pierres, bien entendu, parce qu'il y en avait beaucoup, mais nous avons aussi rajouté beaucoup de lumière. Cette photo a été prise lors du coucher de soleil et c'est très beau de voir le reflet du soleil illuminer ces belles pièces minérales. Et je sais aussi que c'est protégé par décret. C'est un patrimoine national français. Ça veut dire que tous les cabinets en bois que vous voyez ici font partie de l'héritage patrimoine français et donc ils sont protégés par décret. Et ici, voir d'autres vues du musée quand vous commencez votre... Voilà. Ça ressemble à un petit musée, des salles plutôt sombres, très petites, avec des spécimens exceptionnels, mais vous ne réalisez pas cela quand vous arrivez au musée. Vous allez voir qu'il y a plus de 5000 spécimens de minéraux, de pierres précieuses, de météorites et de cristaux qui est exposé dans le musée. Mais en total, dans la collection, nous avons plus de 100 000 échantillons et ils sont tout aussi diversifiés et exceptionnels les uns des autres. Et vous allez voir que tout est classé par nature chimique, par espèce. Et nous avons plus de 1000 espèces qui sont exposées au et c'est pour cela que ça en fait l'un des meilleurs musées au monde pour la minéralogie. Donc, après avoir visité l'exposition à Hong Kong, vous devez prendre l'avion pour aller à Paris et voir cette exposition incroyable du musée de minéralogie. Et maintenant, nous avons une partie qui se concentre sur les pierres précieuses et leur utilisation dans la joaillerie de la couronne française, mais ce n'est qu'une partie du musée. Comme vous le savez, elle ne fait plus partie de la collection nationale aujourd'hui. Et maintenant, nous allons attaquer notre dernier chapitre où nous allons ensemble voyager à travers les minéraux, à travers la minéralogie, à travers ces échantillons incroyables et encore une fois, vous montrer l'importance des minéraux en tant que gémologue, en tant que joaillier, nous vivons et nous travaillons tous les jours avec ces éléments naturels, mais il est important quand même ici de vous exposer ces 5 chapitres pour comprendre les minéraux. Nous allons comprendre cela par le voyage dans la matière. Ici, nous allons essayer de vous expliquer la matière. La matière est très importante dans notre travail de tous les jours, mais avant de vous montrer ce question minéral. Et ce qui est marquant ici, c'est que certains minéraux peuvent démontrer une structure parfaite, comme si elles étaient favorables, alors que ce n'est pas le cas. Et c'est pour cela qu'il est important d'expliquer que les minéraux sont une composition d'éléments chimiques, plusieurs types d'éléments chimiques. Ces éléments chimiques sont arrangés dans des formes parfaites. Et ces arrangements que vous voyez ici par le biais de structures atomiques sont reflétés au niveau le plus macroscopique. Et c'est ce que nous voyons ici, ces cristaux de pyrite très beaux d'Espagne. Et vous pouvez voir, par exemple, un mètre cube de matière de structure, comme on peut le... Et très brièvement, nous allons... deuxième démonstration. Ici, nous avons par exemple de la pyrite, mais pas en cube. Oui, c'est de la pyrite, mais c'est des cubes. Si nous voyons cela d'un point de vue atomique et microscopique, vous allez voir que dans la structure intime, ces cristaux, ce sont en fait une
une agrégation de cubes qui constituent la pyrite. Par exemple, un angle qui a une structure cubique, après cela, nous pouvons faire plusieurs formes, et c'est ce qui se passe avec les pyrites. Et donc, 4 pyrites qui se cristallisent dans un système cubique, mais ce n'est pas le cas pour les autres minéraux. Il y a différents types de formes ou de systèmes cristalliques qui apparaissent dans la nature. Il y en a une centaine plus ou moins. Et j'espère que tous nos enfants qui jouent avec des Legos pourraient devenir des minéralogues à l'avenir. Et c'est intéressant aussi de voir qu'il y a ces systèmes inorganiques faits. Nous avons ici, par exemple, les systèmes de la calcite rhomboédrique qui ont cette forme de parallélipède et qui pourraient avoir plusieurs différentes formes sous la forme la plus primitive. Et maintenant, nous allons passer à l'apatite. L'apatite qui a cette forme hexagonale très fascinante. Vous pouvez voir ici l'apatite en bleu, la fluorapatite. Et juste ici, nous avons la structure complexe qui compose et qui a cette structure hexagonale naturelle. N'hésitez pas à venir et voir la taille de l'apatite qui va vous donner une très bonne compréhension de la forme de ces minéraux. Notre prochain chapitre, le chapitre que vous avez voulu proposer, c'est peut-être le chapitre le plus intéressant et je sais que plusieurs de nos amis connaissent très bien cette histoire par le biais de l'utilisation de cristaux dans la joaillerie. Maintenant, nous allons passer au voyage à travers les bijoux. Les bijoux commencent par le biais des pierres précieuses, mais pas seulement. Il y a aussi les métaux. On oublie que les métaux, ce sont des cristaux aussi. Donc la base de la joaillerie des bijoux, c'est le métal. Et pour avoir du métal, il faut extraire du métal des minéraux. Et ici, nous avons l'exemple le plus évident, qui est l'or. Nous avons cette pièce très belle d'or, des cristaux d'or. N'est pas seulement métal, ça peut aussi être un atome et un minéral, puisque c'est un élément chimique. Et c'est bien l'aspect particulier. Et c'est le cas aussi pour l'or, le bronze, le cuivre que nous utilisons aussi dans la joaillerie et pas que. Nous allons parler des pierres précieuses. Qu'est-ce qu'une bonne pierre précieuse qui pourrait être utilisée dans le monde de la joaillerie? Loss of connection, perte de connexion. Donc nous avons plusieurs types de pierres qu'on pourrait toutes utiliser. Et c'est une question qu'on va poser à nos joailliers plutôt. Maintenant, nous devons parler de la propriété d'une bonne pierre précieuse. Par exemple, nous portons des bagues tous les jours et les 2 caractéristiques qui font une bonne pierre précieuse, c'est la dureté et la robustesse. La dureté ici est la résistance aux rayures. Par exemple, ici, nous avons plusieurs rayures sur la façade de la pierre. Les rayures aussi sont évaluées selon cette échelle. Par exemple, nous avons l'exemple du diamant qui est la pierre la plus dure et qui peut être rayée difficilement. Et ensuite, nous avons l'utilisation des cristaux qui sont évalués de 10 à 7. Pourquoi cette échelle? Parce que le quartz est le cristal le plus commun sur Terre et la plupart des particules sont faites de quartz, de poussière. Et donc, dès que vous polissez ou vous essayez de rayer les cristaux, vous allez voir du quartz. Et c'est pour cela qu'il faut avoir une résistance à 7 pour avoir une pierre de bonne qualité. Maintenant, si nous parlons de la robustesse,
C'est la tendance à cassure. Et ici, le diamant est un excellent exemple parce qu'il a 10 en matière de dureté et 10 en matière et moins de 10 en matière de robustesse. Parce que nous pouvons couper le diamant et depuis l'Antiquité, vous pouvez voir au centre de la diapositive, nous avons ce geste très spécifique du diamantaire qui prépare la pierre de diamant avec cette fente pour le fendre et pour faire ces plans de clivage, pour avoir ces facettes parfaitement coupées du diamant. Et donc, la dureté et la robustesse sont les caractéristiques les plus importantes. Et bien entendu, quand nous parlons de précieuses, nous voulons que nos pierres précieuses soient belles. Comme vous pouvez le voir ici, sur cette diapositive, nous avons ces pierres très belles à l'état brut ou à l'état travaillé. Ici, nous avons le béryl qui a bleu aigue marine qu'on appelle. Ici, nous avons une pierre brute d'aigue marine. Et ici, vous pouvez voir que c'est un échantillon tout à fait naturel, c'est-à-dire que toutes les façades sont naturelles, elles sont faites par la nature et le haut est fait par la nature. Tout le reste de la façade oscille entre une façade lisse et granulée. Et nous avons réussi à sauver cette pierre de béryl du travail humain qui est toujours à cet état naturel aujourd'hui. Et une fois que le béryl est travaillé, résultat exceptionnel comme nous avons une aigue marine Dom Pedro qui est Steiner, qui fait plus de 10 000 carats et qui est faite et structurée et sculptée de façon à donner cette texture très parfaite. Et ensuite, nous avons le bijou à droite où certains des designers, certaines maisons ont décidé d'utiliser l'état le plus naturel, le béryl, pour orner d'autres pièces de bijoux. Vous pouvez le voir ici avec un mélange sur ce dragon, avec un mélange de béryl et d'émeraude. Et ils ont décidé de garder ce côté brut de la pierre pour démontrer la puissance de la nature et de la terre. Et si nous allons à la prochaine diapositive, comme nous l'avons ici à Hong Kong, nous allons parler du rubis. Le corundum, quand c'est rouge, nous l'appelons rubis. Ici, nous avons le rubis qui n'a pas la transparence, la clarté, mais il a quand même ce rouge écarlate. Et sur blanc, nous voyons qu'il y a fond blanc de marbre. Et ici, nous allons vous raconter un peu l'histoire de cette où nous avons très bien travaillé de cette terre. Et c'est beau de voir des rubis de plus de 20 carats. Ce sont des pierres qui n'existent pas, d'une telle rareté qu'il est difficile d'avoir pièces clarté, transparence et de couleur. Peut-être si vous arrivez à voir sur l'écran, il y a un petit point sur la pierre qui est une incision, mais quand il s'agit de pierre, le plus important, c'est la couleur. Cette couleur, cette transparence est l'aspect le plus important. Et il est aussi important de savoir que c'est une signature de la terre qui représente le pouvoir et la beauté de la géologie aussi. Et si nous allons à la prochaine diapositive, nous allons parler des grenats. Quand nous pensons aux grenats, nous pensons automatiquement au rouge. Mais ce n'est pas toujours le cas parce que nous avons aussi le grenat Fanta, le grenat un peu orange, comme vous pouvez le voir ici. Nous avons cette belle pièce de joaillerie qui a été faite par l'homme, mais en même temps, nous avons des pierres de grenat qui sont naturellement orange et aussi dans d'autres tons tels que le rouge.
Le violet aussi. Et le grenat est très bien utilisé dans certaines pièces de bijoux. Et donc, il est important aussi de préserver les échantillons de ce genre. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, de plus en plus de bijoutiers utilisent ce grenat parce qu'il est très dur, très robuste et la couleur est très belle, surtout la couleur Fanta. Surtout quand on dit Fanta, on a la première image qui nous vient, c'est cette couleur orangeâtre. Et ici, vous pouvez voir par exemple l'utilisation par jarre en cette broche en écorce d'orange qui est utilisée avec du grenat, et des diamants, de l'émail et de l'argent. Et juste à côté, nous avons le collier Van Cleef qui fait partie de la collection de haute joaillerie des balles de légende. Et nous ne pouvons pas parler des pierres précieuses sans parler du jade. Ici, nous avons par exemple une très belle pièce en jade qui fait une taille de plus de 90 cm et qui a juste quelques millimètres d'épaisseur qui est utilisée ici en tant que trophée. C'était l'une des premières pièces quand nous sommes arrivés ici. Et en haut, en plus de tout cela, nous avons beaucoup d'histoire derrière cette belle pièce de jade qui fait partie de l'histoire. Elle a été faite par Jean-Pierre Alibert. C'était un trophée qui a été donné à ses nations et qui son exploration des montagnes en Asie, et elle a été donnée à l'Institut français des mines. Et ici, vous pouvez le voir ici au musée des mines. Et en haut de l'image, vous pouvez voir qu'il y a un morceau de jade qui est extrait directement de la montagne. Et grâce à nos grands explorateurs, à Hong Kong aussi, nous avons une exposition de pièces de jade exceptionnelles. En Asie, c'est une pierre très prisée, très belle et aussi très appréciée. Comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez avoir l'occasion de venir les voir de vos propres yeux. Dans le prochain chapitre, nous allons faire un voyage à travers la technologie. C'est un chapitre très important. Je sais qu'on arrive à la fin de cette session, mais nous voulons tout de même souligner l'importance que nous utilisons les minéraux dans notre technologie, dans nos outils de tous les jours. Par exemple, nos cellulaires, nos téléphones sont entièrement constitués de minéraux, que ce soit pour les composants électroniques, pour vos écrans ou autres. Et c'est une partie très importante de la géologie. Et ce que nous vous montrer ici, c'est qu'à travers le cuivre qui est utilisé depuis l'âge du bronze. Et si nous revenons en arrière, quand passé, il utilisait le silex, pièce de cuivre, un métal tout à fait naturel qui est facilement utilisable, malléable, transformable pour en faire des outils utiles. Il est encore utilisé tous les jours dans le câblage, comme vous pouvez le voir ici. Et le cuivre, avec la transformation et la transition énergétique, le cuivre encore plus prisé de nos jours pour nos besoins de transition énergétique. Et ce n'est pas uniquement le cas du cuivre. Le cuivre est tellement rare dans la nature qu'il s'oxyde rapidement, et les pierres qu'on trouve autour sont entre vert et bleu, telles que l'azurite de Guangdong ici en Chine, et qui exige un processus tellement complexe pour extraire le cuivre naturel. Le cuivre, certainement, est un des exemples des métaux. Maintenant, nous allons passer au chapitre, le voyage à travers les arts, parce que ici, nous avons des échantillons exceptionnels.
séphiolite, une séphiolite naturelle. Ce que nous avons décidé de faire, c'est de retirer la croûte juste la couche en argile. Et nous avons cette œuvre qui est appelée la Vénus de Willendorf, qui a cette forme. Et ensuite, l'autre en Indo-Botero, culture, la mourère. Ou alors, nous avons l'autre œuvre impressionnante. Nous avons, c'est ma préférée, c'est une opale dans une rhyolite volcanique. Mais quand vous y prêtez attention, vous voyez qu'il y a un visage qui ressort. Il y a deux yeux qui ressortent avec leur couleur incroyable. Et ce fut une source d'inspiration aussi pour d'autres artistes. Et Laurent, quand il a visité le musée, il a vu cette structure faciale très précieuse avec un mélange d'opale et de leurs couleurs. Et Jean-Michel Basquiat en a fait son œuvre. Vous pensez qu'il a rendu visite au musée de minéralogie pour en faire une œuvre? Oui, probablement. C'était exposé lors des années 70, donc il n'est pas exclu que cela soit possible. Et nous allons maintenant passer à notre dernier chapitre, le voyage dans l'espace. Nous avons beaucoup de minéraux sur Terre déjà, non? Tout le monde sait que les pierres et les minéraux constituent notre planète, bien entendu, mais ce sont aussi une partie entière qui constitue notre système solaire. Vous pouvez voir ici dans cette représentation qu'il y a des particules vertes, des particules d'astéroïdes, de météorites, de pierres, et par le biais de la gravité, nous pouvons même en constituer des planètes ou des protoplanètes qui flottent dans le système solaire et qui sont formées pour rentrer en collision et en faire des fragments qui flottent aujourd'hui dans tout le système solaire. Et ici, vous pouvez voir comment est-ce qu'une planète est constituée à partir d'une petite pierre ou une petite poudre de minéraux. Et ici, on a une très belle vue de comment est-ce qu'une pierre peut se transformer en planète. Et voici toutes les étapes de création d'une météorite. Alors, qu'est-ce qu'une météorite? Ce sont des pierres qui flottent dans le système solaire. Et ici, nous avons les chondrites qui n'évoluent pas pour devenir des météorites. Et les météorites achondriques sont beaucoup plus évoluées, qui se transforment en planètes au fur et à mesure du temps, que ce soit du centre qui est souvent liquide jusqu'à la croûte. Et l'un des exemples les plus fascinants que nous avons aujourd'hui dans le monde de la joaillerie, nous avons les météorites ici qui sont utilisées dans la bijouterie. Par exemple, nous avons la sidérite qui est l'une des seules météorites qui peut être utilisée dans la joaillerie. Une fois que cette météorite est utilisée avec du fer, nous avons cet aspect de nickel poli qui est utilisé par exemple dans la montre Rolex avec le cadran en sidérite. Et nous avons d'autres types de météorites. Les météorites sont mes préférées parce que souvent elles sont très moches, mais celle-ci est très belle, comme vous pouvez le voir, qui est une tranche polie de météorite. Nous avons aussi les pendentifs de météores en or, ici par exemple sur la droite, et qui est utilisé par Jean Vendôme, qui a pu visiter, et ceux qui peuvent visiter notre exposition à Paris, vous allez avoir la chance de voir ce pendentif en météorite.
Et notre dernière partie, une note sur laquelle nous pouvons conclure notre voyage dans l'espace. Ici, on a l'image souvent associée aux météorites qui arrivent sur Terre et qui a cette collision désastreuse. Mais sur le côté droit, vous avez une vision beaucoup plus réaliste. Avec l'exemple de Bolide, une météorite qui arrive sur Terre en 2013 en Russie. Et une fois que cette météorite rentre en collision avec la surface de la Terre, elle impacte les autres pierres qui existent déjà. Et ces pierres-là peuvent changer, peuvent se transformer à cause de cet impact-là. Et nous avons ce qu'on appelle les impactites. Ces trois spécimens qu'on vous présente ici, ce sont des impactites qui ont été créés grâce à l'impact des météorites. Nous avons la plus impressionnante qui est la moldavite, qui est très belle et qui est utilisée en tant que pierre précieuse et qui est souvent utilisée en Europe de l'Est, par exemple, qui est utilisée en tant que pierre précieuse, utilisée dans plusieurs types de bijoux. Je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps parce que le sujet d'aujourd'hui est fascinant, mais maintenant nous allons passer à la conclusion. Pour la conclusion, nous vous avons réservé cet échantillon incroyable de cette pierre violet. Bien entendu, elle est utilisée en tant que pierre précieuse. Elle s'appelle spodumène, mais elle est souvent connue en tant que kunzite. Kunzite qui provient de Georges Frédéric Kunz, qui a donné le nom à cette pierre. Et bien sûr, si vous avez des questions, nous allons y répondre. Monsieur Kunz, qui était le gémologue pour Tiffany, qui a utilisé la spodumène pour la première fois dans le monde de la bijouterie. Ici, par exemple, nous avons une œuvre de Van Cleef et Arpels, qui est un sautoir en kunzite. Cette pierre était connue pour la collection Elizabeth Taylor, qui se mariait très bien avec la couleur de ses yeux. Maintenant, nous allons conclure sur le fait que c'est bien entendu une œuvre d'art, cette pierre, qui est belle et qui est extrêmement utile parce que cette pierre contient beaucoup de lithium. C'est un silicate de lithium qui est extrêmement recherché et nécessaire aujourd'hui, particulièrement quand aujourd'hui, puisque c'est un minéral stratégique, parce qu'il est utilisé justement dans la fabrication des batteries de voitures électriques et qui ont un besoin de plus en plus accru en lithium. Et aujourd'hui, il faut miner le lithium beaucoup plus qu'avant. Et vous voyez, par exemple, sur cette image, la plateforme de cette voiture, toutes les batteries qui sont fabriquées en lithium. Et la batterie pèse plus de 200 kilos. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons besoin de miner le lithium encore plus. Et le besoin aussi s'étale sur l'espace, parce que l'homme a miné la Terre pendant des milliers d'années. Bien entendu, les ressources en minéraux ne sont pas illimitées et infinies si nous ne faisons pas de recyclage. Et en plus de cela, ce que nous considérons aujourd'hui faire, au-delà du minage de la Terre, c'est d'aller ailleurs dans l'espace pour explorer et extraire peut-être des minéraux qui existent déjà sur Terre ou alors des minéraux qu'on n'a jamais découverts et qu'on ne connaît pas. Et donc, ce sont un bon échantillon pour résumer tout ce voyage à travers les minéraux, les cristaux et les pierres précieuses qui étaient très intéressantes. Malheureusement, nous ne voyons pas tous vos commentaires et vos réactions, mais nous serons ravis d'y répondre. Quelques mots avant de passer à la session de questions-réponses. Ici, vous voyez tous les crédits des vidéos et vous allez bien entendu trouver toutes les informations nécessaires sur notre chaîne YouTube. Et brièvement, je vais vous annoncer notre prochaine conférence, discussion en ligne, les écrits de joaillerie, les correspondances artistiques. Nous allons avoir nos experts depuis Paris qui vont vous faire cette présentation. Et pour ces dernières minutes qui nous restent ensemble, nous allons relire, essayer de répondre à vos questions. Je suis très ravie
d'accueillir sur scène Anne, qui est notre modératrice et qui a sélectionné quelques-unes des questions pour nous pour y répondre. Merci Anne. Merci beaucoup. Nous avons reçu beaucoup de questions. La première question est: est-ce que nous découvrons toujours de nouveaux minéraux aujourd'hui? La réponse est oui, en effet. Nous avons plus de 100 nouvelles espèces de minéraux qui sont découvertes par an. C'est parce que nous avons une technologie de plus en plus avancée et sophistiquée. Nous avons aussi des outils d'extraction très précis et d'observation microscopique. Donc, ça nous permet de, au niveau le plus microscopique possible, et ensuite d'en comprendre la structure, la composition chimique pour ensuite étudier la possibilité d'extraction. Donc ce n'est pas une science à poussière, c'est une science vivante et innovante. Vous avez vous-même de nouveaux doctorants avec qui vous travaillez encore aujourd'hui pour développer davantage la collection. Nous avons une autre question qui dit qu'une pierre peut être considérée comme pierre précieuse, pierre de robustesse et de dureté. Alors, la définition de pierre précieuse, c'est la beauté, la rareté, la durabilité. Mais ce n'est pas très spécifique où nous avons une limite entre les différentes caractéristiques. Nous proposons cette échelle sur 7 car elle est plus facile à utiliser. Mais, et vous le savez plus que moi, il y a des passionnés précieuses qui peuvent utiliser d'autres caractéristiques d'évaluation. Par exemple, en France, nous avons des coupeurs de pierre qui arrivent à couper leurs pierres par des moyens et des utilisations très fascinantes. Ici, par exemple, nous avons cet exemple de pierre qui est très douce, qui n'est absolument pas dure, qui a l'échelle la plus basse, mais elle est utilisée tout de même en tant que pierre précieuse parce qu'elle fascine. Serait utilisée non pas dans un bijou de tous les jours, tel que la bague, mais plutôt dans un sautoir ou alors un collier. Il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup d'intérêt de la part des gémologues et des minéralogues, mais pour avoir un aperçu des pierres précieuses, d'habitude, on va au-delà de l'échelle sur 7. Nous avons une autre question. Quels sont les critères pour intégrer de nouveaux échantillons dans la collection du musée? Alors, nous avons seulement 28 000 espèces dans le musée et 6 000, il existe 28 000 espèces et nous en avons seulement 6 000 au sein du musée. Donc, il y a besoin d'avoir de nouvelles espèces intéressantes et cela dépend aussi de leur localisation, des mines d'où elles proviennent. Et nous allons avoir par exemple des échantillons qui vont avoir différentes facettes, différentes structures cristallines, différentes structures atomiques. Donc on veut avoir un maximum d'échantillons qui représentent au mieux ce qui existe dans la nature. Donc si nous avons un échantillon qui existe déjà chez nous en matière de localisation ou de structure, nous n'allons pas l'intégrer. Alors maintenant, la dernière question. Quel est l'avenir des pierres précieuses en considérant les défis économiques? Est-ce que nous allons avoir une baisse dans la demande? Je ne pense pas qu'il y aurait une baisse dans la demande, mais plutôt une baisse dans l'offre. Parce qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de trouver des pierres qui sont belles en matière de couleur et de taille.
Et il y a quelques années de cela, si par exemple vous demandez un grenat Fanta, il aurait été très facile de trouver ces grenats. Mais aujourd'hui, nous avons des mines qui sont de plus en plus exploitées et il est difficile de trouver des pierres de bonne qualité à extraire. Aujourd'hui, nous travaillons aussi avec les minéraux, les objets qui sont fabriqués par la nature. Donc, on ne sait pas ce qu'on va trouver demain ou à l'avenir. C'est une question de ressources. Et donc, on ne peut pas prédire l'avenir. Et nous avons besoin de développer davantage la science, la minéralogie, la And if I may, just something is that the fact that first of all, your jewelry is recyclable, that the metal is completely recyclable, the gemstones themselves are recyclable. So it's always something that if you want something new, you don't have to buy something new. You just can create, ask a new jeweler to make something new out of your old piece of jewelry. Yes, you're right. We didn't talk about the crown jewel, but it was the case. Yes, exactly. That's exactly why. And on top of that, I think that the demand makes the fact that we are opening our minds to new mineral species used in pieces of jewelry as well. And it's not only the famous ones that we're going to be used, it's going to be some different ones as well, which are sometimes pretty and more affordable. So it really depends on what you love. I love garnets, for example. Garnets is everywhere, you know. It's not the most fancier, most expensive ones, but they show a variety of colors and that are just amazing to me. Yes, you love all the cubic system. I love cubic system. Is it our last question? Yes. Thank you very much. Thank you, and thank you all our moderator, interpreter. Thanks to all our friends behind the screen. Thanks to all the team. Merci à tous nos collègues derrière l'écran. Merci à l'équipe d'avoir pu réaliser cet incroyable travail. Merci encore une fois et j'espère vous revoir prochainement en ligne à Hong Kong ou au musée à Paris. Merci encore une fois.